Oui. Vous êtes, là, j'ai vu derrière, c'est présenté par. Donc je suis formateur au sein de donc je suis formateur au sein de l'association des Pichoulis, donc il y a une association qui a pour objectif de promouvoir la permaculture. Donc à la fois on organise des formations et en même temps on gère une exploitation maraîchère en permaculture. Vous êtes basé où? Et c'est à Hérin, près de Gondecourt. Oui. Par le sol. En fait, en culture conventionnelle, on commence par faire risette du sol et après on ramène une plante et forcément les champignons, les insectes, ils n'ont rien d'autre à manger que la plante qu'on vient de mettre. Ensuite, la vie du sol, c'est ce qui crée l'humus, c'est ce qui crée la fertilité. Donc comme on a fait risette du sol, on est obligé de mettre de l'engrais. Donc en fait en permaculture on fait du paillage et c'est comme dans un bois, les feuilles tombent, se décomposent et ensuite nourrissent la plante. Donc il y a tout un cycle et donc tout ce travail de décomposition est fait par les vers de terre, les cloportes, les bactéries, les champignons. Donc il y a tout un écosystème en fait qui fonctionne par coopération et pas, enfin aussi par concurrence, mais l'ensemble fonctionne par coopération et donc il faut commencer par nourrir le sol pour que le sol soit fertile et qu'il puisse ensuite nourrir les plantes. Donc pour remettre un sol en vie, il faut lui apporter de la matière organique. Donc sous forme de paillage, sous forme de BRF, c'est des branches broyées, ou sous forme de compost. Et par quelle armée de plantes faut-il démarrer? Eh bien, il faut commencer simple. En fait, les associations de plantes, c'est pas tellement compliqué. Le principe, c'est la diversité. Et donc, si on fait du mélange, on a beaucoup moins de chances de se tromper que si on fait de l'uniformité. Alors, c'est sûr qu'il y a des plantes qui s'associent mieux entre elles, mais déjà, le premier principe, c'est l'accès à la lumière et l'accès à l'espace. Donc, c'est la taille des plantes. Il y en a qui grimpent, il y en a qui rampent, il y en a qui poussent vite, il y en a qui poussent lentement. On peut mettre des salades au pied des choux. On aura récolté la salade avant que le chou soit gros. Il y a toutes les légumineuses qui fixent l'azote de l'air et qui amènent de l'azote dans le sol, par exemple. Donc si on met des haricots à côté des choux, les choux sont des gros consommateurs d'azote. Les haricots ramènent de l'azote dans le sol. Donc ça fait un bon voisinage. Mais il n'y a pas tellement de mauvais voisinage, c'est surtout une gestion de l'espace au départ. On va se laisser envahir, il ne faut pas que ce soit le chaos. Alors, en fait, donc une plante, en fait, si on part d'un terrain nu, même rocheux, il y a de la végétation progressivement qui va se mettre dessus et qui va, au fil du temps, créer le sol et créer la vie. En fait, une plante sur un terrain, c'est un capteur solaire, et donc c'est quelque chose qui produit de la matière organique. Un sol nu, ça se dessèche très vite, alors qu'une pelouse, ça reste beaucoup plus humide. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les plantes vont amener des choses sur le terrain. Et donc après, comme je dis, c'est être compositeur et chef d'orchestre. C'est organiser la diversité. Mais si on veut supprimer, en fait, les mauvaises herbes, il faut les sélectionner. Moi maintenant, je laisse pousser et je regarde si ça, ce qui vient. Et comme j'ai pas envie de désherber, je vais garder les plantes qui vont couvrir le sol et qui vont être faciles à arracher. Le chien-dent, le liseron, ça m'embête. Donc ça, j'élimine. Par contre, le lierre terrestre qui ressemble à ça, c'est facile à arracher, c'est pas trop laid, ça couvre le sol et ça, c'est utile. Et une plante qui pousse fort, par exemple, ben, je la laisse pousser et puis à un moment donné, je la coupe, je la hache et ça me fait du paillage. Si je veux que rien ne pousse, je fais comme ici. Je mets de la matière organique sur le sol qui va empêcher les autres de pousser, qui en même temps va nourrir le sol. Alors que si je bêche, si je retourne le sol, en fait, un sol nu, ça n'existe pas dans la nature. Et quand on laboure le terrain, en fait, on active la germination des plantes. Donc en fait, si on retourne le terrain pour désherber, tout ce qu'on a fait, c'est oxygéner le sol, activer les enzymes et provoquer la germination. Donc après, on se retrouve avec une invasion.
Et en plus, comme on a supprimé toutes les galeries de vers de terre, le sol c'est une structure en nid d'abeille. Donc c'est à la fois compact et aéré et poreux. Donc quand on retourne, on fait du sable. Quand on met de l'eau, ça fait du ciment et on se trouve avec une croûte qui va se craqueler, se dessécher. Oui. J'ai entendu dire en fait que justement pour retourner un sol, tu ne peux pas retourner parce qu'en fait il y a des organismes, les organismes qui sont en dessous, ils ne doivent pas être au-dessus et inversement. Donc effectivement, le travail du sol, souvent on évite de retourner le sol parce que le sol est stratifié et dans les 2 premiers centimètres, on a une couche qui a accès à l'oxygène et qui est très riche en bactéries, en un tas de choses qui ont besoin d'oxygène. Donc à partir du moment où on retourne, on va asphyxier tout ce petit monde et effectivement on va désorganiser la structure du sol. Donc généralement, si on veut travailler le sol, si on veut le décompacter, si on veut l'aérer, on va utiliser soit une fourche bêche, soit une grelinette, c'est-à-dire qu'on va planter les dents dans le sol et on va remuer un petit peu pour aérer. Mais on va éviter de retourner. Oui. En fait, la bêche, ça sert à planter. Si je veux planter un arbuste ici, effectivement, je vais écarter le paillage, je vais faire un trou avec la bêche et je vais mettre mon arbuste. Mais retourner tout le terrain, ça sert à rien. Donc effectivement, si on veut semer sur un paillage, c'est pas très pratique. Donc on va plutôt essayer de faire des plants dans des pots. Et puis le jour où on veut planter, il suffit d'aller sur le terrain, on écarte un peu le paillage, on fait un petit trou à la bêche ou au plantoir. Juste ce qu'il faut pour la plante, on met son pied de tomate, on remet les feuilles autour. Et il n'y a pas besoin de faire plus, c'est les vers de terre qui font le travail de la bêche. Un beau jardin, c'est un jardin paillé. Alors soit un jardin paillé, soit un jardin couvert de plantes couvre-sol. Oui. Mais c'est pas un sol nu, ça c'est sûr. C'est vrai que dans la logique de l'ordre, on aime bien que les choses soient propres. Et propre, ça veut dire sélectionner, éliminer. Donc on enlève tout ce qui n'est pas ce qu'on a voulu y mettre. Donc ça, c'est de la dictature, c'est de l'ordre. On veut faire pousser une plante et pas d'autres, mais dans la nature, ça pousse ensemble, ça ne pousse pas séparément. Et on n'y arrive pas du tout parce qu'au départ, on a un terrain vide. Oui, c'est vrai que si on passe d'un terrain qui a été... donc maintenant, il y a des techniques de plein champ où on arrive à cultiver du blé sans labour. Mais c'est vrai qu'un terrain qui a été labouré depuis des années, il s'est appauvri en humus. Et quand on laboure un terrain, on tue 80% des vers de terre. Donc c'est vrai que passer d'un sol labouré à un sol vivant, ça demande quelques années, 3 à 5 ans. Et donc il faut y aller progressivement. Et donc les techniques, c'est par exemple d'utiliser des engrais verts, où souvent en hiver on voit les champs qui sont nus, où on voit la terre. Donc normalement maintenant c'est interdit au niveau européen, il y a obligation pour les agriculteurs normalement de laisser le sol couvert. Et donc là une solution c'est de semer des engrais verts. Donc un engrais vert en fait c'est une plante qu'on fait pousser dans le but de produire de la matière organique. Parce que pour remettre le sol en vie, il faut lui apporter de la matière organique pour qu'ensuite les bactéries, les champignons, les vers de terre aient à manger et puissent travailler tout ça. Et donc ça demande du temps. Donc pour remettre un sol en vie, il faut lui apporter de la matière organique. Et ensuite, donc souvent quand on sème du blé, on met aussi des désherbants pour qu'il n'y ait que du blé. Donc là, on va essayer de trouver des associations de plantes. Donc, par exemple, si on sème du trèfle en même temps, le trèfle, ça va rester au niveau du sol, le blé va lever au milieu du trèfle, et le trèfle, c'est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Donc la solution, c'est de trouver les bonnes associations qui vont fonctionner ensemble et qui éviteront de mettre des désherbants, de rajouter de l'engrais parce qu'en fait l'azote va être pris dans l'air, et de traiter les plantes, puisque une plante sur un sol vivant sera aussi en meilleure santé
qu'une plante sur un sol appauvri. Dans ce cadre-là, la pomme de terre est un engrais. Est-ce que ça enrichit la terre de planter des pommes de terre? Oui, on dit que la pomme de terre, c'est bien, justement, au démarrage, ça aère le sol et c'est une culture facile, effectivement, qu'on peut mettre en premier. C'est vrai que dans mon jardin, c'est au départ une pelouse et progressivement, je rajoute des carrés potagers et donc on arrive même à faire pousser de la pomme de terre presque à même la pelouse en mettant de la paille par-dessus. Mais donc comme première culture, effectivement c'est une culture facile et puis après on retourne un petit peu pour récolter les pommes de terre, on a un sol qui est ameubli et puis... Comment ? Pas forcément les buter. En fait le fait de buter ça permet de... Quand on met les tiges à l'abri de la lumière, ça les fait justement produire les bulbes de pommes de terre. Et donc c'est vrai qu'il y a une technique qui consiste à plutôt que de ramener de la terre autour du plant, y mettre de la paille, du paillage. J'essaye ça chez moi cette année, on va voir le résultat que ça donne. Au final, est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises herbes? Bah non. Et en fait, on dit, le terme c'est adventice. C'est une herbe qui arrive spontanément, une mauvaise herbe. Et donc, une herbe qui pousse spontanément sur mon terrain, c'est une opportunité. Donc je vais regarder ce que c'est. Et donc si elle m'intéresse, je la garde. Si elle ne m'intéresse pas, je l'enlève. Et l'intérêt de laisser venir un petit peu, c'est que on va s'apercevoir qu'il y a des fleurs, qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et par exemple, l'année dernière, j'avais planté de la bourrache qui s'est ressemée spontanément. Donc si j'avais tout labouré, je n'aurais pas vu les semis spontanés. Là, je vois qu'aux endroits où j'avais mis de la bourrache, j'ai plein de petits plants de bourrache qui ont poussé. Donc, je les déplante et puis je les mets ailleurs. Comme il y en a plein au même endroit, j'en supprime un peu pour que celle qui est là puisse se développer. Si on met des soucis, c'est pareil, ils auront tendance à se ressemer tout seuls. Donc en fait, et puis sur des zones où je ne veux pas planter tout de suite, au printemps, il y en a un myosotis qui pousse les petites fleurs bleues et ça fait des grosses touffes. Donc je laisse venir et puis c'est très facile à arracher. Donc au moment où je veux planter des légumes, planter autre chose, je les arrache très facilement, je les hache et ça me fait un paillage. Et donc on est dans un rôle de compositeur chef d'orchestre où on va essayer d'agencer tout ça, organiser tout ça, mais c'est pas la solution de tout zigouiller. Comment aussi en fait quelles plantes utiliser, parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent avoir un effet négatif sur la Alors, fertilité des sols. justement, ce que je disais, il n'y a pas tellement de mauvaises associations. Le principe, c'est surtout la biodiversité. Il vaut mieux Moi, je me suis fait des listes avec les bonnes associations et puis en fait, quand je plante, je regarde où est-ce qu'il y a de la place et puis je mets dans les trous et ça marche très bien comme ça. Je me soucie moins de savoir qui est copain avec qui. Il y a par exemple les œillets d'Inde et les soucis, on dit que ça protège les tomates des parasites du sol. Donc c'est bien de mettre des soucis, des œillets d'Inde, du basilic, c'est bien avec les tomates aussi, mais en fait il faut surtout essayer de mettre de la diversité et je laisse pousser un peu d'ortie, la menthe ça pousse très facilement et ça va apporter, en fait en laissant pousser un peu les choses, on va attirer les abeilles, les papillons, un tas d'insectes qui vont en fait manger les pucerons par exemple, les insectes qui vont ravager nos plantes. Et donc en fait plus il y a de diversité et moins on est envahi par une seule espèce de ravageurs. Par exemple, les limaces. Alors les limaces, effectivement c'est un gros problème. Et c'est vrai que si on ramène un jeune plant de salade sur un terrain paillé, ça fait une proie facile pour les limaces. Donc là il y a différentes... alors certains paillages oui, en fait tout ce qui est rêche.
Par exemple les coquilles d'œufs, mais bon après c'est un peu casse-pied d'avoir mis des coquilles d'œufs partout. Mais par exemple le paillage de chanvre, ça pique et les limaces elles glissent pas dessus. Donc si on met effectivement, j'ai l'impression aussi que du bambou broyé, elles n'aiment pas trop, elles vont pas venir dessus. Donc effectivement, le paillage qu'on met autour, ça a une influence sur les limaces. Après, ce que je fais aussi, c'est que je coupe des bouteilles en tubes et je mets mon plant de salade dans le tube. Donc là, ça fait une barrière mécanique. Moi, j'arrive quand même à passer au-dessus de temps en temps. Mais après, il m'arrive d'utiliser quand même en début de culture des granulés bio anti-limaces. Et donc là, il suffit de mettre quelques granulés dans le tube de la bouteille. Il n'y a pas besoin d'arroser tout le jardin. Et une fois que la salade a atteint une certaine taille, elle ne craint plus les limaces. D'ailleurs, quand je ramasse une salade, il y a plein de limaces en dessous. Mais en fait, le rôle des limaces dans la nature, c'est de manger les feuilles qui se fanent. Donc en fait, elles nettoient la salade. Au fur et à mesure, la salade pousse et il y a les feuilles de la base qui vont faner. Et les limaces vont préférentiellement manger ces feuilles-là plutôt que les feuilles en bonne santé. Et donc une fois que les plantes ont atteint une certaine taille, elles arrivent à cohabiter avec les limaces. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de retirer le paillage et de mettre les plants. Parce que du coup, les limaces n'auront plus rien d'autre à manger que ce qu'on vient de mettre. Alors qu'effectivement, quand on met un paillage, des feuilles, même il y a une zone où je fais du compostage directement dans le jardin, où je mets mes épluchures à même le sol au milieu des légumes, et ça grouille de limaces. Et j'ai planté des plants de courgettes juste à côté, et les limaces n'ont pas touché à mes courgettes, parce qu'elles avaient encore à manger. Je n'ai pas perturbé l'écosystème, les limaces avaient à manger avant que je mette mes courgettes, elles ont encore à manger après. Donc j'ai juste protégé, je dirais, les premiers jours, où là effectivement c'était un peu critique, mais maintenant que les pieds de courgettes ont une certaine taille, eh ben, ils cohabitent très bien avec les limaces, parce que les limaces trouvent à manger ailleurs. Alors être autonome en légumes, c'est quand même difficile, parce que c'est sûr dans son jardin, disons que moi je m'étais fixé pour objectif déjà de pouvoir manger du jardin tous les jours, toute l'année. Après, c'est sûr que si on veut manger des bananes, des oranges, il faut s'ouvrir un petit peu. Mais déjà, j'arrive à manger du jardin tous les jours. Et c'est vrai que des salades, ça pousse toute l'année. De la mâche, on en a en hiver. Du persil, j'en ai eu toute l'année, tout l'hiver. C'est vrai que quasiment à chaque repas, je commence par faire le tour du jardin, je fais une cueillette et je fais une salade avec ce que je trouve. Alors, disons que j'ai aménagé différents carrés potagers et chez moi il doit y avoir à peu près 100 mètres carrés de culture de légumes. En permaculture, on aura toujours besoin d'alterner ou pas? D'alterner les cultures. Oui. C'est quoi comme de tomates? En fait, c'est vrai qu'en culture conventionnelle, on parle de la rotation des cultures, mais sauf qu'on met une seule culture sur une parcelle et après on en met une autre. Et moi, je fais du mélange. Donc en fait, la rotation des cultures, elle se fait en temps réel et pas en... oui, on a moins besoin. En fait, c'est sûr que si on met toujours la même plante, on va épuiser le sol de la même chose. En faisant des associations, c'est-à-dire en faisant des mélanges, on n'épuise pas le sol. Après, c'est le problème plus des parasites et des maladies. En fait, c'est vrai que si on met la même plante toujours au même endroit, bon, si à un moment donné on a amené une maladie ou un ravageur particulier, si on veut l'éradiquer, en fait, c'est surtout à ça que sert la rotation des cultures. C'est l'année d'après, le champignon ou l'insecte ne trouve plus à manger à cet endroit-là et donc il disparaît. Mais bon, en jouant sur la diversité, en essayant d'amener ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire les ravageurs les prédateurs des ravageurs, on arrive à maîtriser un peu comme ça les maladies. Après, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut accepter de perdre une partie de la production. C'est vrai que j'ai quelques salades qui... C'est-à-dire au point de vue productivité, on est quand même...
plus bas que... Alors au niveau productivité, pas forcément. Quand on est sur les grandes États-Unis, je parle de l'économie qui s'inscrit dans un... Alors c'est vrai que donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des cultures de plein champ de blé où on est passé au sans labour, où on joue sur les associations de plantes. Ce qui est difficile, c'est la transition. C'est vrai que les premières années, le sol n'est pas encore riche en humus, mais au bout d'un certain nombre d'années, une fois que le modèle est rodé, on n'est pas moins rentable ou moins productif qu'en conventionnel. C'est la transition qui est difficile. L'espace est beaucoup mieux géré, en fait, vous plantez plus de choses. Alors c'est sûr qu'en permaculture, on optimise. Dans un jardin, on joue sur les 3 dimensions. Effectivement, on peut par exemple planter du maïs et mettre du haricot qui grimpe autour du maïs. Donc on densifie l'espace, effectivement, on arrive à mettre beaucoup de choses sur un petit espace. Donc la contrainte, c'est qu'après au niveau cueillette, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que la question, c'est est-ce qu'on est dans une logique de jardin familial où on fait ça pour se faire plaisir et donc s'il faut passer un peu plus de temps à cueillir, c'est pas dramatique. C'est vrai que si on est dans une logique maraîchère où il faut être productif, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes impératifs et on va pas faire la même chose. C'est plus la même organisation de travail. Oui, c'est une organisation différente. Il faut semer, cultiver, cueillir à la main en fait. Oui, dans la permaculture, il y a beaucoup plus d'observation et on est plus en interaction avec le système. C'est vrai que ça demande plus de main d'œuvre et après c'est aussi dans la démarche de la permaculture essayer de se passer du pétrole. Donc volontairement on fait plus de choses à la main qu'on pourrait éventuellement faire à la machine. Et donc c'est sûr que ça demande plus de main d'œuvre. Mais d'un autre côté, on nous dit que le problème numéro 1, c'est le chômage. Et donc il faut stimuler les besoins pour créer du travail. Et quand on a un modèle alternatif qui demande plus de main d'œuvre, on dit ah oui mais c'est pas possible parce que ça demande plus de main d'œuvre. Tout à l'heure vous parliez de carrés de jardin dans votre jardin. Oui. Pourquoi pas un seul grand potager? Pourquoi des carrés? Parce qu'à ce moment-là, si j'avais 1500 mètres carrés de potager, je pourrais pas tout entretenir. Non mais 100 mètres carrés en un seul carré. Ah en fait au départ mon jardin c'était un jardin d'agrément, c'était pas un jardin potager. Et puis j'avais commencé effectivement par faire du jardinage dans un coin. Et puis après, je trouvais que c'était trop petit, donc j'ai annexé des carrés de pelouse où j'ai mis 4 planches et puis du paillage, du machin au milieu pour cultiver. Les bordures de fleurs, elles se transforment en bordures de légumes. Donc ça s'est fait un peu progressivement et c'est pas... Bon, ça reste un jardin à la fois qui est censé être esthétique, plaisir, et donc on tourne. Et c'est vrai que quand il y a la diversité, un peu comme ici, tous les jours ça change. Il y a un truc qui pousse là, il y a un truc qui pousse là. Il y a toujours quelque chose à faire dans un coin, et c'est un vrai plaisir que de voir pousser ces légumes, de manger les légumes qu'on produit soi-même. Et puis on sait que c'est sain et c'est aussi une façon l'harmonie c'est ensemble et c'est aussi une façon de se connecter avec la nature, vivre au rythme des saisons. Même en mangeant les légumes qui poussent sur le sol de mon jardin, on parle beaucoup aussi d'intelligence des intestins et de la flore intestinale. On peut se dire aussi qu'en mangeant les carottes de mon jardin, je m'ensemence avec la flore bactérienne de mon milieu et donc c'est aussi une façon d'être en interaction, en harmonie avec son milieu. Donc ça peut aller, c'est ça, on dit que c'est le deuxième cerveau et la flore intestinale conditionne notre humeur, notre mentalité. Dans la permaculture, moins tenu par les arrosages. Oui. En fait, c'est pour ça que je dis la première chose, c'est de soigner le sol avant de soigner les plantes. Et donc en intégrant de la matière organique dans le sol, cette matière organique va être transformée en humus. Et l'humus, ça va fixer les nutriments et l'eau. Et donc tout le travail des bactéries... En fait, le sol, c'est le milieu,
est beaucoup plus diversifiée. Enfin, il y a plus de diversité dans le sol qu'en surface, on ne la voit pas. Et même en masse, il y a à peu près 8 tonnes de vers de terre à l'hectare dans une prairie. Donc en fait, les vers de terre pèsent plus lourd que les vaches et les cochons. Donc en fait, la vie du sol est beaucoup plus importante que la vie en surface. Et tout ce petit monde, pour vivre, a besoin d'un habitat. Donc chacun fait sa galerie. Donc en fait, un sol vivant, c'est poreux. Et donc ça garde l'eau. Alors qu'un sol sans vie, soit ça va être du béton et l'eau va ruisseler, soit ça va être du sable et ça va filer au fond. Donc en fait, un sol vivant va garder l'eau. Et de toute façon, tout ce qui vit dedans a besoin d'eau, donc chacun c'est pareil, chacun fait sa maison et chacun essaye de garder l'eau parce qu'il en a besoin. C'est la coopération. Donc on n'a pas besoin trop d'arrosage. Beaucoup moins. Et par exemple, les vers de terre sont capables de faire des galeries qui descendent à 2 mètres de profondeur. Et une galerie de vers de terre, c'est un autoroute à racines. Donc un légume va pouvoir, ou le blé ou n'importe quoi, vont avoir des racines qui descendent beaucoup plus profondément sur un sol qui est labouré par les vers de terre que sur un sol qui est labouré à 30 cm. Donc à la fois le sol est plus riche en eau et en même temps les plantes vont pouvoir s'enraciner plus profondément. Donc effectivement, sur sol vivant, on gère beaucoup mieux l'eau, donc on arrête de polluer l'eau, on stocke du carbone, donc on arrête de polluer l'air. Donc ça, c'est le phénomène d'aggradation. On fait ça pour nous, égoïstement, faire pousser nos plantes, mais en même temps, ça profite à l'atmosphère, ça profite à l'eau, et on fait des plantes en bonne santé qui profitent à la santé de ceux qui les mangent. Donc là, on a des effets secondaires qui sont positifs et pas des effets secondaires qui sont négatifs. Donc c'est pour ça qu'après, quand on se pose la question du rendement, c'est vrai que si on calculait tout, le rendement il est évident en faveur de cultiver sur sol vivant, il n'y a pas photo. Vous avez utilisé vos graines l'année? Pas encore. C'est difficile, hein? Non, mais ça demande du temps. Non, c'est vrai qu'au début, on peut commencer doucement en achetant des plants en jardinerie et puis en se contentant de repiquer ses plants sur son paillage. Ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est ce que je faisais avant. Après, on peut semer ses plants soi-même, donc acheter des graines. Et on commence par faire pousser ses plants, après on les repique. Ensuite, on peut se dire, ah ben, je vais récolter mes graines et faire mes graines. Mais après, il y a aussi tout ce qu'on produit, il faut le cuisiner. Et puis on peut aussi le conserver, on peut faire des confitures et on peut faire des limonades de sureau. Et donc c'est sûr qu'on peut y consacrer quelques heures par semaine ou on peut être à plein temps là-dedans. Il y a toujours des choses à faire. Partagé en allant à la source dorée un peu dans l'expérience et eux conservent leurs graines et un petit peu cette image d'évolution dont on parlait de sélection naturelle tout à l'heure, leurs graines, ils n'arrosent pas du tout d'habiter à l'îlot, donc c'est quand même assez étonnant. Et leurs graines de culture en culture se font à l'environnement dans lequel ils... Effectivement, c'est sûr qu'en récoltant soi-même ces graines, on a des graines qui sont... il faut savoir que le génome d'un arbre évolue du vivant de l'arbre. Un arbre qui a plusieurs centaines d'années a son génome qui évolue. Donc en fait, les plantes enregistrent l'information du climat, de la sécheresse et le transmettent dans leurs graines. Donc c'est vrai que si on fait soi-même ces graines, on a priori, on va sélectionner des plantes qui sont adaptées au climat de où on est. Alors que souvent les graines qu'on achète sont plutôt produites dans le sud de la France où le climat est plus favorable. Mais donc c'est sûr qu'il y a un vrai intérêt à faire ces graines soi-même. Mais bon, alors, après il faut du temps. Est-ce que la permaculture des échos au niveau institutionnel ou alors effectivement il y a se heurter à l'industrie chimique? Et ben donc c'est ce que j'expliquais au début. Comme on est dans la culture du problème, quand on est dans la culture du problème, on a une grande part de notre activité qui est consacrée à lutter contre des problèmes. Et le jour où on supprime le problème, on supprime l'activité. Donc c'est ce qui rend la transition difficile. Il faut rentrer dans la culture de la solution, dans la culture de l'idéal. Il faut savoir où on veut aller et développer des moyens pour ça. Et le problème, c'est un obstacle, mais ça doit pas être une fin en soi. Alors, on a tendance à avoir l'impression
Bah oui. Dépolluer, alors qu'on ne prend pas le problème à la racine. Mhm. Oui, en fait, je pense que pour que les choses changent, il y a deux vecteurs. Il y a un vecteur individuel, c'est l'autonomie. Chacun doit prendre conscience que donc être autonome, c'est commencer par soi-même être productif, pas dépendre des autres et donc pas épuiser le système, pas se laisser berner par la publicité, l'obsolescence programmée et ainsi de suite. Effectivement, la deuxième chose, c'est comment on voit le monde demain. Et c'est vrai que la société des eaux, la société qui gère l'eau, c'est décidé par ceux qui nous gouvernent. Et donc il faut que ceux qui nous gouvernent nous proposent un idéal et pas nous disent on va supprimer les problèmes, on va supprimer le chômage, on va supprimer le terrorisme, on va supprimer ceci, on va supprimer cela. Il faut arrêter de lutter contre et savoir qu'est-ce qu'on veut. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, on y va.